Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à l'item l'exacerbation des BPCO et l'insuffisance respiratoire aiguë. C'est l'item 209 du programme. Donc, pourquoi cet item est si important? Parce que la BPCO touche 3 millions de Français, que 70 000 patients sont hospitalisés chaque année pour une exacerbation, donc 15% en soins critiques, et que la mortalité hospitalière tourne autour de 10%. C'est donc une maladie fréquente, grave, et qui combine tout ce qui l'EDN aime, physiologie, physiopathologie, gaz du sang, sémio, démarche urgente et piège thérapeutique. L'objectif de cette présentation est simple. Comme d'habitude, on part du niveau débutant et on monte progressivement jusqu'à avoir un raisonnement clinique adapté. On va passer par un cas clinique, par la physiopathologie, par la matrice des gaz du sang, par l'algorithme thérapeutique et par les pièges classiques, et on finira par le modèle mental qui résume tout. Voilà la situation clinique. Un homme de 68 ans, BPC au stade 3, 80 paquets années au compteur, donc un gros fumeur, BPCO sévère bien étiqueté. Les pompiers vous l'amènent aux urgences pour une détresse respiratoire d'évolution subaiguë, c'est-à-dire qu'il s'est installé sur plusieurs heures à plusieurs jours. Ses constantes vitales sont alarmantes, température à 39, il a une fièvre franche, donc probablement une infection. Fréquence respiratoire à 40 cycles par minute, c'est énorme, c'est presque 3 fois la normale. Pression artérielle 85 sur 52, donc il est hypotendu, fréquence cardiaque à 130, il est tachycarde, saturation en oxygène à 77%, en air ambiant. C'est une hypoxémie majeure, on devrait avoir mis de l'oxygène depuis longtemps. L'examen clinique est tout aussi inquiétant. Le patient est somnolent, il évite la stimulation douloureuse, il ne répond plus à l'appel de son nom, il est cyanosé, tiré, en respiration abdominale paradoxale. Donc ça veut dire que son ventre se creuse à l'inspiration au lieu de gonfler, signe que son diaphragme ne tire plus. Il est marbré sur les cuisses, jusqu'aux cuisses, bref, il a tous les signes de gravité possibles. Et puis, les gaz du sang en air ambiant, c'est la cerise sur le gâteau. On a un pH à 7,28, acidose franche, pression artérielle d'oxygène à 42 mm de mercure, c'est vraiment très très bas. On a donc une hypoxémie sévère. On est très en dessous de 60, PaCO2 à 80. Donc on a une hypercapnie massive et importante avec des bicarbonates à 38 qui sont élevés aussi, qui sont donc témoins d'une hypercapnie chronique sous-jacente. Et les lactates qui sont en 3,1 qui signent une souffrance tissulaire. À côté du cas, les questions. Quelle est votre hypothèse principale? La VAINI est-elle indiquée? Quelle est la première action vitale? Je vous laisse. Donc, vous mettez en pause à la maison et vous réfléchissez aux questions et essayez d'y répondre. Moi, je passe à la diapo suivante. On va décortiquer ce cas en 3 extraits parce que chaque détail compte. Le premier extrait, on va aborder la température à 39 et les expectorations purulentes. Ça nous parle d'un déclencheur infectieux. Et plus précisément, ça nous renvoie à ce qu'on appelle aux critères d'antonisant, où on a une augmentation du volume, volume des expectorations, augmentation de la purulence des expectorations, aggravation de la dyspnée. La purulence des expectorations est le critère le plus prédictif d'une infection bactérienne, et c'est ce qui guidera l'antibiothérapie. Deuxième extrait, on a une somnolence, on a un pH à 7,8 plus une PaCO2 à 80. Ça, c'est un signe biologique de gravité majeure. Ça veut dire qu'on a une acidose respiratoire non compensée, hypercapnique. Autrement dit, les mécanismes rénaux de compensation par les bicarbonates sont dépassés. Et la somnolence à ce niveau de pression artérielle de CO2 traduit ce qu'on appelle une encéphalopathie hypercapnique, qui peut faire basculer le patient en coma. Troisième extrait, on a des marbrures avec la tension, une hypotension à 85 sur 52. Donc c'est un état de choc associé. Une défaillance hémodynamique, et c'est réellement c'est ça qui change tout pour la prise en charge, comme on va le voir. Donc l'hypothèse principale, c'est une exacerbation sévère de BPCO sur infection bronchique compliquée d'un état de choc. Probablement une pneumonie communautaire plutôt qu'une simple bronchite. Vu la sévérité du tableau et la profondeur de l'hypoxémie, la VAINI est-elle indiquée ici?
Eh ben, la réponse est non, et c'est crucial, parce que le choc hémodynamique est une contre-indication absolue à la VAINI. La VAINI ne se conçoit que si la défaillance respiratoire est isolée. Donc si on n'avait pas de choc, on aurait pu mettre la VAINI, mais là, non. Ici, donc, on a trois défaillances, une défaillance respiratoire, on a une défaillance neurologique, on a une défaillance hémodynamique. Il faut donc qu'on intube le patient. La première action vitale, c'est l'oxygénothérapie titrée pour avoir une saturation d'oxygène entre 88 et 92%, immédiatement, sans attendre les gaz du sang. Normalement, c'est déjà fait. Plus on appelle le réanimateur, vu l'état du patient, sans délai. Une distinction de vocabulaire à maîtriser, c'est exacerbation, c'est l'aggravation aiguë des symptômes qui nécessite un changement de traitement, qu'elle soit légère, modérée ou sévère. Une décompensation qui était l'ancien terme. Désormais, on parle d'exacerbation sévère, qui désigne l'exacerbation qu'avec défaillance d'organes, menaçant le pronostic vital. C'est exactement ce qu'on a ici. Maintenant qu'on a vu ce qu'on attend de vous, on redescend en fondation pour reconstruire le raisonnement à partir de zéro. Pour comprendre la BPCO, je veux que vous regardiez en tête une image simple, le concept de tuyau. On aime bien la plomberie. À gauche à l'écran, on a le poumon sain, les bronches sont larges, l'air rentre et sort librement, pas de résistance, pas d'effort à fournir. Au milieu, le poumon BPCO à l'état stable. Les parois bronchiques sont épaissis par l'inflammation chronique. Par l'inflammation chronique, elle est plutôt chronique l'inflammation. La lumière est rétrécie par le mucus, en plus, et surtout, l'emphysème a détruit les forces de rétraction élastique qui tenaient les bronches ouvertes. Résultat, l'air rentre, mais il a du mal à sortir. C'est le phénomène d'obstruction expiratoire qui est défini la BPCO. Le patient vit déjà au quotidien avec cette gêne. À droite, le poumon en exacerbation. Un événement, par exemple, infection virale, bactérienne, entraîne sécrétion épaissie, on peut avoir un œdème muqueux. Ça vient donc boucher soudainement ce qui restait de passage, et là, le patient étouffe. Il n'a plus aucune réserve parce que ses capacités expiratoires sont dépassées. Donc, devant n'importe quel BPCO en exacerbation, les trois objectifs immédiats sont simples. Premièrement, donner de l'oxygène, mais pas trop. On verra pourquoi. Deuxièmement, ouvrir les tuyaux avec des bronchodilatateurs comme le salbutamol. Troisièmement, traiter la cause avec l'antibiotique si c'est une infection. C'est ce trio qu'on va garder en tête ou pour chaque dossier. Maintenant, on monte d'un cran. Voici la physiopathologie plus fine, celle qui explique tout. Toute la physiopathologie de l'exacerbation tient en une image une balance entre les charges respiratoires et la capacité musculaire. Regardez à gauche de l'écran, du côté charge, deux poids s'accumulent. La résistance bronchique accrue à cause du mucus et de l'inflammation, donc il faut pousser plus pour expirer, et l'élastance pulmonaire augmentée parce que la distension thoracique rend le poumon plus rigide à gonfler. Bref, à chaque inspiration, le patient doit fournir beaucoup plus d'efforts qu'un sujet normal. Donc, à l'inspiration et l'expiration, il doit fournir des efforts. Du côté capacité, regardez le diaphragme. Il est étiré, aplati. Et là, il faut connaître une notion de physiologie musculaire. Un muscle est plus efficace en position d'allongement modéré. Quand il est étiré au maximum, sa courbe force-longueur est défavorable. Le diaphragme du BPCO aplati par la distension thoracique ne peut plus se contracter efficacement. Donc sa capacité contractile s'effondre. Et c'est un cercle vicieux auto-entretenu. L'obstruction entraîne une rétention d'air à l'expiration, c'est l'hyperinflation. Et cette hyperinflation aplatit les coupoles diaphragmatiques et l'aplatissement entraîne une baisse drastique de la capacité contractile. Le patient va être donc à l'état stable, déjà à la limite de ses capacités musculaires. Donc la phrase qui peut tout résumer, c'est l'exacerbation, c'est le moment où la charge mécanique dépasse brutalement la force d'un diaphragme déjà épuisé à l'état stable. C'est pour ça qu'une simple bronchite qui ferait juste toucher un sujet normal peut faire basculer un BPC en détresse respiratoire mortelle. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, voyons comment évaluer la gravité au lit du patient. Devant tout BPCO en détresse, on doit évaluer la gravité selon trois étages. Neurologique,
respiratoire, cardiovasculaire. Et ça prend 30 secondes. Premier étage, au niveau neurologique, les signes peuvent être des céphalées, peuvent partir des céphalées, des simples céphalées, à la confusion, à la somnolence et à l'astérixis. C'est ce flapping au poignet quand vous tendez les bras. Tous ces signes traduisent donc une encéphalopathie. Mais laquelle? L'encéphalopathie hypercapnique. Parce que le CO2 retenu dans les poumons agit comme un narcotique sur le système nerveux central. Le signe de gravité extrême, c'est la somnolence ou la confusion. Ça annonce le coma hypercapnique imminent. Si vous voyez ça, vous appelez le réanimateur tout de suite. Deuxième étage, au niveau respiratoire, la tachypnée au-dessus de 25 par minute, la difficulté à parler, à finir ses phrases, ça signe une faillite respiratoire imminente. Le tirage, c'est-à-dire la mise en jeu des muscles inspiratoires, accessoires comme le sternocléido-mastoïdien, les intercostaux, et surtout, le signe d'extrême gravité, la respiration abdominale paradoxale qui signe la défaillance. Normalement, à l'inspiration, le diaphragme se contracte et pousse les viscères vers le bas, donc l'abdomen se gonfle. Donc la faillite diaphragmatique, c'est l'inverse. Le diaphragme ne tire plus et l'abdomen se creuse à l'inspiration. Quand vous voyez ce signe, le patient est en train de mourir. Il faut intuber sans délai. Troisième étage, au niveau cardio-cutané. Hypertension artérielle et sueur sont des signes d'hypercapnie, paradoxalement induits par l'activation sympathique liée au CO2 élevé. Les marbrures, les poux filants, la cyanose, ça parle d'hypoperfusion tissulaire, signe que l'hypoxémie commence à toucher tous les organes. Il y a une subtilité, l'hypertension artérielle et sueur sont induites par l'hypercapnie via l'action sympathique. La cyanose, elle, est induite par l'hypoxémie. Les deux mécanismes sont distincts, donc un patient peut être à la fois hypertendu en sueur et cyanosé. Il combine hypercapnie et hypoxémie. C'est exactement le tableau de l'exacerbation sévère. On a fait le tour de la clinique, passons à l'examen capital, les gaz du sang. Les gaz du sang, c'est l'examen capital chez le BPCO en détresse. Mais pour bien l'interpréter, il faut comprendre que l'hypoxémie peut avoir deux grands mécanismes, et c'est le rapport entre la PaO2 et le PaCO2 qui vous le dit. La première situation, en haut à gauche, on a ce qu'on appelle l'hypoventilation alvéolaire. C'est ce qu'on retrouve typiquement chez le BPCO décompensé. La règle à retenir, PaO2 plus PaCO2 supérieur à 120 en air ambiant, ça traduit une hypoventilation. Le mécanisme, c'est une baisse globale de la ventilation. Moins d'air rentre dans les alvéoles, donc moins d'O2 entre et moins de CO2 sort. La caractéristique, on a une hypoxémie associée à une hypercapnie. Et c'est typique du BPCO sévère ou du coma. Le test diagnostique, ça se corrige bien sous oxygène, parce qu'on compense par l'apport externe. La deuxième situation, en bas à droite, l'effet shunt. La règle est l'inverse. PaO2 plus PaCO2 est inférieur à 120 en air ambiant. Le mécanisme, c'est quoi? C'est certaines alvéoles sont perfusées mais non ventilées. Le sang les traverse sans pouvoir s'oxygéner. C'est typiquement, par exemple, le cas de la pneumonie, de l'OAP, de la téléctasie. La caractéristique, on a une hypoxémie sans hypercapnie, voire avec une hypocapnie compensatrice initiale, parce que le patient hyperventile pour compenser. Il y a une notion plus fine, mais ça c'est entre parenthèses, l'effet basse de la pression veineuse O2. En réanimation, dans un état de choc avec débit cardiaque bas, la saturation veineuse en oxygène s'effondre. Si on a en plus un shunt, par exemple une pneumonie associée, le sang qui repart de cette zone shuntée est désaturé au départ et reste désaturé à l'arrivée, ce qui aggrave dramatiquement l'hypoxémie. C'est pour ça que les patients en choc avec une atteinte pulmonaire associée sont si difficiles à oxygéner. Maintenant qu'on sait lire un gaz du sang, passons au piège le plus testé de l'item, l'oxygénothérapie. Alors pourquoi trop d'oxygène peut tuer un BPCO? C'est probablement la question la plus testée de cet item. Il y a trois mécanismes à connaître. Mécanisme numéro 1, la levée de la vasoconstriction hypoxique pulmonaire. Alors normalement, dans le poumon, quand une alvéole est mal ventilée, donc en hypoxie, les artérioles qui l'irriguent se contractent pour rediriger le sang vers des zones mieux ventilées. C'est un mécanisme protecteur. Si vous mettez trop d'oxygène, les artérioles se dilatent partout, le sang va aussi vers les zones mal ventilées, et vous créez des zones où le sang traverse sans s'enrichir en O2.
ni se débarrasser de son CO2. Bref, vous aggravez l'effet espace-mort. Mécanisme numéro 2, c'est ce qu'on appelle l'effet Haldane. L'hémoglobine peut transporter à la fois de l'O2 et du CO2 sous forme de composés carbaminés. Mais ces deux liaisons sont compétitives quand l'hémoglobine est sursaturée en O2, elle perd son affinité pour le CO2 et le libère massivement dans le plasma. Résultat, on a un pic d'hypercapnie. Le mécanisme numéro 3, la baisse de la commande ventilatoire. C'est sans doute le plus important à comprendre. Chez un sujet normal, la ventilation est régulée principalement par le PaCO2 via le pH du liquide céphalorachidien. Mais le BPCO chronique vit avec une hypercapnie compensée. Ses centres respiratoires se sont désensibilisés au CO2. Le stimulus principal qui le fait respirer, c'est l'hypoxie. Il est déjà réglé à un seuil bas, capté par les chémorécepteurs périphériques du glomus carotidien. Si vous corrigez trop l'hypoxie en mettant trop d'oxygène, vous coupez son stimulus respiratoire, et du coup il va hypoventiler sévèrement. Le CO2 monte en flèche et il bascule en coma hypercapnique. D'où la règle absolue gravée sur la slide. La saturation d'oxygène, l'objectif de la saturation d'oxygène chez un BPCO, c'est entre 88 et 92%. Ni en dessous, parce que l'hypoxémie tue en quelques minutes par arrêt cardiaque, ni au-dessus, parce que vous risquez le coma hypercapnique. Ne jamais viser 100% chez un BPCO. Voyons maintenant comment organiser le traitement dans les 60 premières minutes. Voilà la chronologie idéale d'une prise en charge en 3 temps. Avant 15 minutes, vous avez fait 3 choses. Vous avez installé le patient en position demi-assise, ce qui facilite la mécanique ventilatoire. Vous avez démarré l'oxygène et titré pour atteindre 88 à 92% de saturation. Et vous avez lancé les premiers aérosols avec le salbutamol 5 mg plus l'ipratropium 0,5 mg par nébulisation. Donc un bêta-2 mimétique et un anticholinergique. Toujours en nébulisation, jamais en spray, parce qu'un patient dyspnique ne peut pas coordonner sa respiration avec un aérosol doseur. Et vous répétez toutes les 15 à 30 minutes. Avant 30 minutes, vous avez le bilan paraclinique, gaz du sang, radiographie du thorax, le CG, NFS. À ce stade, vous savez si vous avez une acidose respiratoire, vous avez vu une éventuelle pneumonie ou un pneumothorax sur la radio, vous avez cherché une arythmie sur le CG. Si le pH est inférieur à 7,35 ou si vous avez des signes de gravité, vous appelez le réanimateur et vous décidez de la VNI. Avant 60 minutes, vous avez démarré le traitement étiologique, typiquement une antibiothérapie si infection bronchique avec critères d'antonisant. Et vous avez orienté le patient vers le service adéquat, soins critiques s'il y a la gravité, ou hospitalisation standard sinon. Ces 3 temps sont à mémoriser comme un automatisme et ça peut aider dans la pratique. Le geste qui sauve dans cet item, c'est la VNI. Voyons son arbre décisionnel précis. La VNI, qu'on appelle la ventilation non invasive, est un traitement à part entière de l'exacerbation sévère, pas un gadget. Elle a sauvé des milliers de vies, elle continuera à sauver des milliers de vies, mais elle a des indications strictes et c'est cet arbre qu'il faut maîtriser. Tout en haut, le point de départ. On parle d'une exacerbation sévère avec un pH inférieur à 7,35 ou des signes de gravité clinique. C'est ça qui ouvre la discussion de la VNI. Première question décisive, existe-t-il un état de choc ou une défaillance d'organes? Si la réponse est oui, la VNI est contre-indiquée de manière absolue. C'est ce qu'on avait dans notre cas clinique au début. Le patient était hypotendu à 85 sur 92, déjà une hypotension basse, marbré, signe d'hypoxie, donc choc associé, donc pas de VNI, intubation directement orotrachiale d'emblée. Si la réponse est non, c'est-à-dire que la défaillance respiratoire est isolée, on passe à la deuxième question, le patient est-il dans le coma? Sinon, vous démarrez la VNI sans hésiter, et c'est le cas le plus fréquent, patient conscient en acidose respiratoire, défaillance isolée. La VNI va probablement éviter l'intubation. Et c'est ici qu'arrive le piège. Si le patient est dans le coma, intuitivement, vous direz, on ne fait pas de VNI sur un patient inconscient. Il va vomir, faire une fausse route, etc. Et c'est faux. Le coma hypercapnique pur est l'exception. Je répète, le coma hypercapnique pur est l'exception. Il est réversible sous VNI bien conduite. Le CO2 qui descend, c'est le patient qui se réveille. Vous tentez donc la VNI sous surveillance stricte, mais c'est crucial. Si le patient ne se réveille pas en 1 à 2 heures, intubation immédiate. Cette exception ne vaut que pour le coma hypercapnique pur. Si vous suspectez une cause toxique, intoxication associée,
ou un AVC, ou n'importe quelle autre étiologie au coma, vous intubez sans tenter la VNI. On a vu comment traiter, maintenant, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Place à l'enquête étiologique. Il y a 4 grandes catégories de déclencheurs à chercher systématiquement. Le numéro 1 est de loin la plus fréquente, l'infection, bactérienne ou virale. Donc, connaître les critères d'Antonisant, qui sont augmentation du volume des expectorations, augmentation de la purulence des expectorations et augmentation aggravation de la dyspnée. La purulence est le critère le plus prédictif d'une origine bactérienne, et c'est elle qui guide la prescription d'antibiotiques. Les 3 jamais à retenir qui sont les plus fréquents, le pneumocoque, l'Haemophilus influenzae et Moxarella catarrhalis. Pneumocoque, Haemophilus influenzae et Moxarella catarrhalis. Numéro 2, et c'est un piège classique aussi, l'embolie pulmonaire. La prévalence de la maladie thromboembolique veineuse dans la décompensation de BPCO sans bronchite identifiée est d'environ quand même 25%. Ce qui veut dire que devant toute exacerbation sans cause évidente, vous évoquez le P et faites un angioscanner. Les patients BPCO sont à risque thromboembolique majeur. Ils sont sédentaires, souvent inflammatoires et parfois polyglobuliques. Numéro 3, la cause cardiaque. L'OAP, l'insuffisance cardiaque gauche. Le BPCO partage beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire avec les cardiopathes. Tabac, âge, hypertension artérielle. Donc l'insuffisance cardiaque aiguë est une cause fréquente de décompensation respiratoire chez ces patients. Et le diagnostic est souvent difficile parce que l'auscultation est gênée par les sibilants. Numéro 4, tout ce qui est iatrogène ou mécanique, tout ce qui déprime la respiration comme les sédatifs, les opioïdes, les morphiniques, les anxiolytiques, le pneumothorax, le pneumothorax parce que le poumon emphysémateux est friable, les traumatismes thoraciques, notamment les fractures de côte chez le sujet âgé. Mais attention, tous ces déclencheurs ne sont pas des exacerbations simples. Voici la matrice du diagnostic différentiel à connaître par cœur. 3 entités à distinguer parce que le traitement n'est pas le même. Lisons la matrice. Première colonne, l'exacerbation simple de BPCO. Auscultation, on a des sibilants et des ronchis. C'est le bruit de l'obstruction bronchique. À la radio, on a une distension avec une hyperclarté. On n'a pas de foyer. Au niveau biologique, gaz du sang montre une acidose respiratoire pure, pas d'infection franche. Le traitement est celui qu'on a vu à oxygène, aérosol, plus ou moins VNI, plus ou moins antibiotique selon les critères d'Antonisant. Deuxième colonne, la pneumonie lobaire. Auscultation crépitant focalisé et souffle tubaire. Et signe d'un foyer alvéolaire localisé. Radio, on a une condensation alvéolaire systématisée, c'est-à-dire suivant la systématisation lobaire ou segmentaire avec un bronchogramme aérique. À la biologie, on a une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, élévation de la CRP, le traitement est différent. On met l'antibiothérapie urgente, parfois ça peut aller en réanimation avec une couverture pneumococcique en première ligne. Typiquement, on met l'amoxicilline en ville et céphalosporine les C3G, plus une macrolide à l'hôpital. Troisième colonne, l'œdème aigu du poumon. À l'auscultation, on a des crépitants bilatéraux symétriques en marée montante, c'est-à-dire qui partent des bases et remontent. À la radio, on a souvent une cardiomégalie plus surcharge périhilaire en aile de papillon. À la biologie, on a BNP élevé. Le traitement est encore différent. On met en place des diurétiques, dérivés nitrés et traitement de la cause cardiaque. Et la phrase à retenir, en bas de la slide, la pneumonie déclenche une insuffisance respiratoire aiguë chez le BPCO. Mais ce n'est pas une simple exacerbation, c'est un piège. Le réflexe est de cocher exacerbation aiguë dès qu'on voit un BPCO en détresse. Non, si vous avez un foyer alvéolaire à la radio, c'est une pneumonie qui se greffe sur la BPCO, c'est une urgence antibiotique distincte. On approche de la fin, voici la galerie des 3 pièges les plus testés. Piège numéro 1, le faux ami du BNP. Le réflexe classique, c'est de penser qu'un BNP élevé signe toujours une insuffisance cardiaque gauche. Faux, chez le patient BPCO, le cœur pulmonaire chronique, c'est-à-dire la dysfonction ventriculaire droite secondaire à l'hypertension pulmonaire de la BPCO, élève aussi la BNP. Donc le BNP perd en valeur diagnostique chez le BPCO pour différencier l'OAP gauche d'une exacerbation. Dans le doute, on fait une écho cardiaque. Piège numéro 2, attendre les gaz du sang pour traiter. Et ça, à chaque fois, on le répète. La tentation, quand on est consciencieux, c'est d'attendre que tous les résultats avant d'agir. Devant la patience cyanosée, avec une saturation à 77%, on met l'oxygène tout de suite, sans attendre les gaz du sang. Pourquoi? Parce que c'est l'hypoxémie qui tue en quelques minutes, par arrêt cardiaque hypoxique, alors que l'hypercapnie tue en quelques heures. L'urgence
est immédiate. Mettez l'oxygène titré et visez les 88 à 92% d'oxygène, de saturation. Et faites les gaz du sang en parallèle. Piège numéro 3, refusez la VNI sur somnolence. On l'a parlé tout à l'heure, mais c'est tellement testé que je le répète. Vous voyez un BPCO somnolent. Vous vous dites, il est inconscient, je ne peux pas faire de VNI. Il va vomir. Faux dans le cas du coma. Hypercapnique pur. Je répète, hypercapnique pur, c'est l'unique exception qui autorise un test de VNI sous surveillance stricte. Parce que le coma hypercapnique est réversible. Si vous baissez le CO2, ce patient se réveille. Mais attention, si pas d'amélioration en 1 à 2 heures, on intube. Pour conclure, alors, voilà le schéma à graver si vous voulez dans votre tête, hein. 4 cases qui s'enchaînent logiquement. Première case, le terrain. La BPCO, avec sa distension et son obstruction permanente, a une conséquence, une charge respiratoire qui dépasse ses capacités musculaires. C'est le décor permanent et le point de départ. Deuxième case, le déclencheur est la conséquence physiologique. Un événement interrécurrent, une infection, une EP, un OAP, entraîne deux phénomènes simultanés. D'abord une hypoventilation alvéolaire, parce que les muscles ne suivent plus. Ensuite, un effet espace-mort ou chinte selon la cause qui aggrave les échanges gazeux. Troisième case, le reflet biologique. Le gaz du sang montre une PaO2 basse, PaCO2 haute et un pH bas. Et c'est la signature de l'acidose respiratoire décompensée. Quatrième case, et c'est elle qui doit déclencher votre prescription, la réponse thérapeutique parfaite en 3 cibles. Cibler la PaO2 avec une oxygénothérapie titrée entre 88 et 92%. Cibler la PaCO2 et le pH par une VNI qui, si pH inférieur à 7,35. Cibler l'obstruction par des bêta-2 mimétiques et des anticholinergiques en nébulisation. Et la phrase finale en bas à droite, la maîtrise ne réside pas dans la mémorisation, mais dans la compréhension de l'équilibre mécanique et de la physiopathologie. Si vous comprenez que la BPCO décompensée, c'est une mécanique respiratoire en faillite, alors chaque geste devient logique. On protège l'oxygénation, on soulage les muscles avec la VNI, on rouvre les tuyaux. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie de votre attention et si besoin, je suis disponible pour vos questions.